de Russie, ou plutôt c'est la Russie du général de Gaulle que nous allons essayer d'envisager. Et tout à l'heure, nous nous rendrons au pied de la statue monumentale du général à Moscou. Ah oui, une statue inaugurée il y a 12 ans par Vladimir Poutine et Jacques Chirac. Elle se trouve devant un célèbre hôtel moderniste assez étrange qui fait la joie des touristes et dont nous parlera Lorena Martin. Et puis à la fin de l'émission, nous recevrons Thierry Geffrotin, le monsieur culture de la rédaction, qui nous révélera son coup de cœur, un coup de cœur tout à fait musical. Pour le moment, suivons le général de Gaulle lors de son premier voyage à Moscou. Nous sommes en décembre 1944. Moscou, le 2 décembre 44, à la gare de Koursk, il fait un froid polaire. Charles de Gaulle descend d'un train historique puisqu'il s'agit du convoi spécial dont se servait le tsar Nicolas II pendant la Grande Guerre, lorsqu'il rejoignait la Stavka. Le général a revêtu son uniforme, il porte par-dessus une solide pelisse. Il n'était pas prévu que ce voyage se fasse en train. De Gaulle devait arriver à Moscou par avion, seulement les conditions climatiques l'ont obligé à atterrir à Bakou, en Azerbaïdjan, et donc on a fait le reste du trajet en train. Le chef du gouvernement provisoire de la République française est accueilli sur le quai de la gare par le ministre russe des Affaires étrangères, Molotov, et par une interminable délégation de diplomates soviétiques. Le général lui-même est à la tête d'une petite délégation, celle-là. L'accompagne le ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, le directeur politique du Quai d'Orsay, Maurice Dejean, le conseiller diplomatique Étienne Burin-Desrosiers et le maréchal Juin. On est en décembre 44, il reste encore à l'ouest 6 mois de guerre et ça ne fait que 3 mois que Paris est libéré. À peine arrivé, De Gaulle se distingue, si je puis dire, puisque le Kremlin avait choisi de l'héberger dans la maison gouvernementale réservée aux hôtes de marque. Hors de question, a dit le chef du gouvernement français, qui tient à loger à son ambassade. Imaginez un peu la confusion générée par son exigence. Dès le soir du 2 décembre, une rencontre a été programmée au Kremlin avec Joseph Staline. À l'ordre du jour, 3 sujets sensibles. Le sort de l'Allemagne future, puisqu'on sait maintenant que l'Allemagne va perdre la guerre. Cette défaite n'est plus qu'une question de semaines. La question des prisonniers de guerre, bien entendu, très importante. Et puis, la signature d'un éventuel pacte franco-soviétique. Autant dire, lorsqu'on songe à sa situation un an plus tôt, que la France revient de loin. Je cite Madame Carrère d'Ancos. De Gaulle considère que la France est désormais en mesure de s'imposer dans le jeu des grands, à la fois parce que le dialogue franco-soviétique la met en bonne position face aux anglo-américains, et surtout parce que les deux pays, URSS et France, sont bien plus d'accord entre eux que les deux autres alliés sur 2 points essentiels, la détestation de l'Allemagne et la volonté de la neutraliser à jamais. On est encore une fois en 44, la guerre n'est même pas encore finie. Concernant l'Allemagne, justement, De Gaulle souhaite que la France récupère, après le démantèlement du pays, toute la rive gauche du Rhin, la Sarre, la Ruhr. Seulement, Staline, là, se défausse. Sur ces points, les solutions ne peuvent être étudiées que dans les négociations à 4, fait-il dire. Je dis fait-il dire, dit-il, il faut imaginer la traductrice simplement qui est là, qui traduit. En revanche, le secrétaire général du comité central estime que la Prusse orientale, la Poméranie, la Silésie doivent être restituées à la Pologne, une Pologne sous tutelle soviétique, ai-je besoin de le préciser, et là De Gaulle ne l'envoie pas dire. Laissez-moi constater que si à vos yeux la question du Rhin ne saurait être dès à présent tranchée, celle de l'Oder l'est déjà. Dans ses mémoires de guerre, le général brossera de Staline un portrait définitif, magnifique portrait, écoutez ça. Rompu par une vie de complot à masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger, tout chez lui était manœuvre, méfiance et obstination. La Révolution, le parti, l'État, la guerre lui avaient offert les occasions et les moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaines, subjuguant ou liquidant les autres. Communiste habillé en maréchal, dictateur tapi dans sa ruse, conquérant à l'air bonhomme, il s'appliquait à donner le change. Mais si âpre était sa passion, qu'elle transparaissait souvent, non sans une sorte de charme ténébreux. Tout est dit. Les 2 hommes d'État vont se retrouver dès le lendemain pour un déjeuner officiel à la Spiridonovka, qui est la maison des hôtes de l'État soviétique. Ce doit être bien difficile, déclare Staline, de gouverner un pays comme la France, où tout le monde est si remuant. Oui, répond De Gaulle du tac au tac, et pour le faire, je ne puis prendre exemple sur vous, car vous êtes inimitable.
Les réceptions, les visites de la ville et les concerts se succèdent pendant plusieurs jours, mais la haute politique n'est jamais loin. Staline s'est fixé un objectif concret: que la France reconnaisse le comité polonais de libération nationale, qui a été formé sous sa férule, que ce comité polonais de libération nationale soit considéré donc par le gouvernement français comme le seul gouvernement polonais avec qui traiter. Et De Gaulle, lui, n'a pas l'intention d'accepter. Notons qu'au même moment, le Premier ministre britannique Churchill, qui ne croit pas à un pacte bilatéral franco-soviétique, a proposé par télégramme une alliance à trois. De Gaulle, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas non plus sauté sur cette proposition anglaise. Donc une semaine a passé, c'est un long voyage officiel, on pourrait presque parler de séjour officiel en Union soviétique, et le 9 décembre, grand dîner sous les ors célèbres du Kremlin. Ambiance à couteau tiré, pour tout vous dire, toast à répétition comme les aiment les Russes. De Gaulle lève à chaque fois son petit verre de vodka et affecte de le boire. Mais la vérité, c'est qu'il en verse à chaque fois le contenu dans une plante avec discrétion. Nouvelle pointe sur Staline dans ses mémoires de guerre. Il se donnait l'air d'un rustique d'une culture rudimentaire, appliquant aux plus vastes problèmes les jugements d'un fruste bon sens. Il mangeait cependant de tout et se servait force rasade d'une bouteille de vin de Crimée qu'on renouvelait devant lui. Mais sous ses apparences débonnaires, on discernait le champion engagé dans une lutte sans merci. Au demeurant, Staline pratique un humour bien à lui. Par exemple, lorsque les conseillers s'isolent pour reprendre les pourparlers, il s'impatiente, il lance « Ah, ces diplomates tous des bavards ! Pour les faire taire, il n'est qu'un moyen, les abattre à la mitrailleuse !» Et il éclate de rire. Vous imaginez un peu l'ambiance. Au sortir de table, Staline entraîne De Gaulle dans un salon où est projeté un film de propagande, imaginant le triomphe d'une révolution en Allemagne. Et au cours de la séance, on vient informer discrètement le général, à voix basse, que les soviétiques n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit à leur position initiale. Fin du film, il est minuit passé, De Gaulle se lève et il déclare à Staline « Je prends congé de vous. Le train va m'emmener tout à l'heure. Je ne saurais trop vous remercier de la façon dont vous-même et le gouvernement soviétique m'avez reçu dans votre vaillant pays. Nous nous y sommes mutuellement informés de nos points de vue respectifs. Nous avons constaté notre accord sur l'essentiel, qui est que la France et la Russie poursuivent ensemble la guerre jusqu'à la victoire complète. Au revoir, monsieur le maréchal. » Et là-dessus, De Gaulle retourne à son ambassade, persuadé que son petit coup d'éclat va faire fléchir Staline, et il a raison. Les tractations reprennent en pleine nuit, et finalement, un peu avant 5 heures du matin, Staline ayant renoncé à faire reconnaître son fameux comité polonais de libération nationale, le pacte espéré peut être signé dans le bureau de Molotov. Ce qu'il faut en retenir, c'est cet aveu de Staline à De Gaulle. Vous avez tenu bon à la bonne heure. J'aime avoir affaire à quelqu'un qui sache ce qu'il veut, même s'il n'entre pas dans mes vues. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, cet après-midi sur Europe 1, vous nous racontez les relations entre le général de Gaulle et la Russie. Vous venez de nous raconter sa visite dans le pays en 1944, alors qu'il était chef du gouvernement provisoire. Quels sont les présidents français à s'être rendus en Russie avant le général de Gaulle ? Le premier, c'était Félix Faure, dès 1897, en retour de la célèbre visite du tsar et de la tsarine en France. On est au beau temps de l'alliance franco-russe. Ensuite, Émile Loubet, son successeur, se rend en Russie en 1902. C'est lors de cette visite d'ailleurs que le président français va commettre, vous savez, un impair en refusant une tasse de thé que lui offrait l'impératrice. Il faudra présenter des excuses, mais Émile Loubet n'avait pas tous les usages du monde, pour tout vous dire. Et puis, on se rappelle bien sûr la visite de Raymond Poincaré en juillet 1914, quelques jours seulement avant le début de la guerre. Alors, pour revenir à De Gaulle, vous savez qu'il quitte donc avec éclat le pouvoir en janvier 1946 pour subir les 12 années que l'on appellera sa traversée du désert. Et lorsqu'il revient aux affaires en 1958, Staline est mort depuis 5 ans déjà, et c'est Nikita Khrouchtchev qui règne à cette époque sur les soviets, aurait dit De Gaulle. D'emblée, le nouveau président de la Nouvelle République, la 5e, veut asseoir la position de la France en tant qu'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. De Gaulle va privilégier les contacts bilatéraux, contrairement à ce qui était devenu l'habitude sous la 4e République. Et on se souvient notamment de l'accueil qu'avait réservé De Gaulle au chancelier Adenauer, directement chez lui, à Colombey-les-Deux-Églises.
Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, voit en De Gaulle à la fois un interlocuteur intéressant, mais aussi un interlocuteur difficile. Il n'apprécie guère le rapprochement franco-allemand. Il se réjouit en revanche que De Gaulle marque de plus en plus d'indépendance vis-à-vis de l'OTAN et de la puissance américaine, notamment quand il refuse de stocker des armes atomiques américaines sur le sol français. De Gaulle et Khrouchtchev vont avoir des relations donc qui peuvent être directes, sans doute même encore plus directes que celles qui existaient avec Joseph Staline. De Gaulle a invité Khrouchtchev à venir en France au printemps 60 avec le projet de mettre sur pied à Paris un sommet entre la France, les États-Unis, l'URSS et la Grande-Bretagne, sommet sur le statut de Berlin, sur les relations Est-Ouest et, in fine, sur le désarmement. Notez que ce voyage est donc une grande première puisque jusqu'à présent, aucun chef d'État soviétique n'a été accueilli en France. Les Parisiens en sont restés à la visite du tsar et de la tsarine à la fin du 19e siècle. Nikita Khrouchtchev atterrit donc à Orly le 23 mars 1960 en fin de matinée à la tête d'une impressionnante délégation de 50 dignitaires. Or, d'emblée, Khrouchtchev fait meilleure impression à De Gaulle que Staline. Dans les mémoires d'espoir, il évoquera même un comportement bon enfant. Il est venu en famille avec Madame Khrouchtchev, leur fils, leurs 2 filles et leur gendre. Partout, il paraît chaleureux, alerte et preste malgré son embonpoint, prodiguant les rires et les gestes de cordialité. C'est vrai que Khrouchtchev a de l'humour. Alors on se rappelle évidemment l'épisode de la chaussure à l'Assemblée générale de l'ONU. Bon, il tapait avec son soulier sur son pupitre, vous savez, mais il déclare à De Gaulle « Oh, moi je ne travaille pas. Un décret du comité central prescrit qu'après 65 ans, or j'en ai 66, on exerce ses fonctions que 6 heures par jour et 4 jours par semaine. Or, c'est tout juste ce qu'il me faut pour mes voyages et mes audiences. » Bon, ça détend l'atmosphère, mais cette bonhomie dissimule en vérité bien des sujets de tension. À l'Élysée et quelques jours plus tard à Rambouillet, d'ailleurs il y a eu à Rambouillet des problèmes énormes avec l'électricité, etc. Il faut lire à ce propos ce que raconte l'aide de camp du général de Gaulle, le colonel Tesser, qui s'occupait justement de Khrouchtchev pendant sa visite et qui en a de bonnes à raconter. Bref, les 2 hommes vont évoquer l'Allemagne, la sécurité européenne, le désarmement. De Gaulle rappelle à son interlocuteur que malgré ses positions très autonomes, la France n'appartient qu'au monde occidental, qu'elle est fidèle à l'Alliance Atlantique. Un détail qui a son importance, le général ne parle jamais d'Union soviétique. Vous savez, pour lui, c'est toujours et ça demeure la Russie. Lors de sa visite, la famille Khrouchtchev va visiter alors la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Vous savez, ce sont les programmes officiels, le château de Versailles avec le ministre de la Culture, ministre des Affaires culturelles, André Malraux, la maison de Lénine, celle qu'il a habitée à Paris, et puis un certain nombre de sites en province. Madame Khrouchtchev, de son côté, visite sans son mari un hôpital, un lycée, les galeries Lafayette et le musée du Louvre. Les filles du couple sont même reçues chez Dior, et l'une d'elles va faire remarquer que les robes Dior qu'on lui présente ne sont pas pratiques. Il est vrai qu'avenue Montaigne, on est assez loin de la tenue soviétique. Le 3 avril, après 12 jours de visite, Khrouchtchev quitte la France. On n'aura guère signé cette fois que des accords scientifiques. Lorsque Khrouchtchev quitta Paris, raconte Hélène Carrère d'Ancos, le bilan que pouvaient en tirer les protagonistes de ces journées était incertain. Pour les soviétiques, le général de Gaulle, s'il a opposé une fermeté constante à leur demande de reconnaissance de la République est-allemande, restera le chef d'État occidental qui a constamment répété son attachement au respect des frontières allemandes issues de la guerre et particulièrement à la frontière Oder-Neisse. De Gaulle n'a évidemment pas oublié que la France, vers la fin de la guerre, n'avait pas été conviée à Yalta et à Potsdam. Depuis, il n'a de cesse de vouloir montrer que la puissance française, rétablie dans son intégrité, est de nouveau à même de traiter d'égal à égal avec l'URSS. Bon procédé, Nikita Khrouchtchev invite le général de Gaulle à une visite officielle en Russie, invitation acceptée par le président de la République. Il faut vous dire que les diplomates avaient tout préparé à l'avance, évidemment. Seulement, en 64, Khrouchtchev va quitter le pouvoir en raison de son état de santé. C'est en tout cas ce que nous disent l'agence TASS et la Pravda. Et c'est une troïka conduite par un certain Léonid Brejnev que l'entourage du général va devoir rencontrer pour préparer le déplacement du chef de l'État prévu à l'été 66, 22 ans donc après le séjour chez Staline. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1.
Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire des liens qui unissent le général de Gaulle et la Russie. Alors après avoir reçu Khrouchtchev en France, il est temps maintenant pour le général d'aller en Union soviétique. C'est le 20 juin 1966 à l'aéroport moscovite de Vnukovo que le général de Gaulle revient donc en Union soviétique et il déclare: combien il est émouvant pour moi de retrouver prospère, puissante, remplie d'ardeur pacifique, cette Russie, cette grande Russie que j'avais vue pendant le drame de naguère, tendue dans l'effort guerrier qui devait assurer sa victoire, et, pour une très large part, celle de la France et de nos alliés. C'était ce qui s'appelle faire une grande concession en tout début de voyage. Voyage exceptionnel à une époque où peu de chefs d'État occidentaux se rendent en Union soviétique et pour un temps exceptionnellement long puisque ça va durer 10 jours complets. Un bon million de moscovites, dont beaucoup d'enfants des écoles, a été réuni par les autorités pour venir acclamer le couple présidentiel français sur son trajet depuis l'aéroport jusqu'au Kremlin. Le général va s'entretenir avec le président du Présidium du Soviet suprême, le président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères. Précisons qu'en 1966, les relations sont au beau fixe entre Paris et Moscou. Le général vient de décider un retrait partiel de la France de l'OTAN. Quelques mois plus tôt, il avait même fait sa fameuse déclaration dans la conférence de presse. Vous savez, il parlait de l'entente constructive depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Symbole de ces chaudes relations, De Gaulle va jusqu'à se voir invité à prononcer une courte allocution au balcon de la municipalité de Moscou. Dites-vous que depuis Lénine, personne ne s'était adressé à la foule depuis ce balcon. C'est donc un très grand hommage qu'on lui fait. Et pour la circonstance, il s'exprime en russe, ce qu'il fera à de nombreuses reprises au cours de son séjour. Tous les témoins constatent que le général impressionna ses auditeurs par sa capacité à s'exprimer sans lire, dira Hélène Carrère-Dancos. Quel contraste avec les responsables soviétiques incapables de se détacher un seul instant de leur texte. Les soviétiques furent également stupéfaits en l'entendant prononcer des phrases en russe. Il n'y manqua jamais. Son interprète, le prince Andronikov, les lui avait fait répéter et il avait soigné un accent que ceux qui l'entendirent admirèrent sans réserve. Les séances de travail, les discours alternent avec les fastes, les réceptions publiques évidemment, représentation de Roméo-Juliette au Bolchoï, etc. Le 23 juin, le président français quitte Moscou pour Novosibirsk, en Sibérie, puis il ira à Akademgorod, une espèce de cité nouvelle dédiée à la science, et 2 jours plus tard, il se rend à Zvezlograd, qui est la cité des étoiles. Il est le premier chef d'État occidental à assister au lancement d'un satellite depuis le cosmodrome de Baïkonour. Passage ensuite par Leningrad, où il assiste à une messe à l'église Notre-Dame de Lourdes, et puis ce seront Kiev et Stalingrad, où il visite la plus grande centrale hydraulique d'Europe, évidemment de hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale, avec à chaque fois cérémonie d'hommage, etc. Une foule impressionnante qui se presse sur le trajet, sur le parcours du chef de l'État français. Le 29 juin, De Gaulle revient à Moscou, les conversations politiques reprennent, et le lendemain des accords, une déclaration commune sont signées. Voilà ce qu'on pouvait entendre sur l'antenne d'Europe 1 le 30 juin 1966. Dans le monde et à l'époque où nous vivons, nos deux peuples ont à faire ensemble beaucoup de choses de premier ordre. Or, ces choses-là sont non pas du tout destructrices et menaçantes, mais constructives et pacifiques. Il s'agit tout d'abord de faire avancer notre développement respectif en multipliant nos échanges. En effet, si la France et l'Union soviétique, chacune de son côté, ont ce qu'il leur faut pour vivre, il est clair qu'en se mettant ensemble, en s'aidant l'une l'autre, elles ont à gagner beaucoup. Nous venons d'entendre le général de Gaulle prononcer le nom d'Union soviétique, beaucoup d'ouverture dans ce discours de 1966. Madame Carrère-Dancos nous a rejoint dans ce studio. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être des nôtres. On voit à quel point le général de Gaulle propose en quelque sorte un grand continent européen dans lequel il intègre d'une certaine manière la Russie. Il l'a toujours intégré d'une certaine façon. D'abord, le général de Gaulle, là, vous l'avez souligné, dit l'Union soviétique, mais c'est un mot qu'il prononçait très rarement. L'Union soviétique, à ses yeux, c'était une construction artificielle fondée sur une idéologie. Il n'a jamais cru que les idéologies avaient un sens.
Et il était visionnaire en ce sens, il a raison, parce que tout ça a disparu. Et il disait la Russie parce qu'il avait le sens de l'ancienneté, je dirais, de La terre ce russe, pays. en fait. Mais oui. Absolument. Et il appelait les gens les Russes et pas les Soviétiques. Et s'il prononce Union soviétique, là, je dirais, c'est parce qu'il est en France et que d'une certaine façon, les Français ne sont pas habitués à ce langage. Son autre thème, c'est en effet l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il a une vision historique et géopolitique de la Russie et des relations entre la Russie et la France, et il est convaincu, même dans les périodes de difficulté, que c'est par je dirais, le dialogue entre ces deux pays, d'une part que la France peut défendre ses intérêts, et en 1944, il l'a montré, il ne faut pas oublier tout de même que c'est Staline qui, avant Yalta et Potsdam, d'où la France avait été exclue, qui avait insisté pour que la France ait un siège de membre permanent au Conseil de sécurité et participe à la commission consultative qui reconstruisait l'Europe contre Roosevelt qui considérait que la France ne méritait rien et contre Churchill qui ne voulait pas contrarier Roosevelt. Donc, si vous voulez, il a retiré les bénéfices de ça. Il sait qu'il pouvait s'appuyer d'une certaine façon. Il a joué avec l'Union soviétique. Et je dirais que ce qui est extraordinaire. En fait, il a constamment les États-Unis à l'esprit dans tout cela, évidemment. Absolument, parce qu'il a deux choses à l'esprit, de Gaulle. D'une part, les États-Unis, Roosevelt l'a détesté. Et puis après, bon, il a fait avec, mais l'Union soviétique de Staline lui a été un contrepoids. L'autre chose qu'il a à l'esprit en permanence, qui lui paraît extrêmement important, c'est l'Allemagne. Il ne faut tout de même pas oublier, dans la vision du général de Gaulle. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question de la frontière occidentale et des exigences du général de Gaulle qui voulait la rive gauche du Rhin, d'ailleurs qui rêvait que l'Allemagne, en 1944, il le dit, il rêvait que l'Allemagne sorte du conflit, non pas en 2 morceaux, mais en plusieurs morceaux. Il pensait que c'était la meilleure solution. Mais il est tout à fait convaincu, ça c'est sa vision historique, que la France, qui a l'Allemagne à côté d'elle, doit ou bien avoir l'allié de revers qu'est la Russie pour la peser sur l'Allemagne, ou bien doit avoir, alors c'est la vision après la réconciliation avec l'Allemagne, je dirais l'invitation faite à Adenauer de venir à Colombey les 2 églises, qui étaient tout à fait 63 donc, oui. Mais son idée, à ce moment-là, c'est que entre la France et l'Allemagne, il ne devait pas y avoir égalité. Il devait y avoir une France qui dominait, et d'une certaine manière, la Russie en toile de fond, c'était très important. On recréait d'une certaine manière le paysage qui avait été celui de la fin du 19e siècle avec cette alliance franco-russe qui nous servait de revers contre une Allemagne éventuellement dangereuse. Oui, quand même. Et le général de Gaulle, il ne faut pas oublier, c'était un officier d'état-major qui avait tout de même, en 1917, il avait été prisonnier d'abord, ce qu'il avait ressenti très durement, et ensuite, il avait vu la Pologne. La Pologne, pour lui, c'est un souvenir. Et il a vu Tucholsky, c'est-à-dire cette armée rouge naissante. Donc, il a une grande idée, au-delà de l'alliance franco-russe, la puissance soviétique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand vous plonge au cœur de la relation entre le général de Gaulle et la Russie. Et nous allons beaucoup plus loin grâce à votre invité. Franck, vous recevez le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère d'Ancos, qui est aussi historienne de la Russie et auteur du Général de Gaulle et la Russie, paru chez Fayard. Oui, vous parlez, Anissa, de relation entre le général de Gaulle et la Russie, ce qui est donné au général de Gaulle une stature d'État absolument extraordinaire. Ce sont les conceptions qu'il avait de la Russie. Le général de Gaulle, à tous les moments où il a à prendre la Russie en compte, la considère, qu'on le veuille ou non, comme la grande puissance éternelle qu'elle était depuis, on va dire, le XVIIe siècle, Hélène Carrère d'Ancos. Comme la grande puissance éternelle, comme une puissance européenne. C'est ça. Il faut tout de même avoir ça dans l'esprit. Comme la puissance avec laquelle la France a toujours eu une relation culturelle, politique et défensive. Et je voudrais rappeler quelque chose qui est fondamental. Le général de Gaulle est le seul chef d'État en ce bas monde qui est traité avec tous les responsables de l'Union soviétique, à part Lénine qui était mort, et à part Gorbatchev qu'il n'a pas connu parce qu'il lui était mort avant. Mais lui a connu tous les autres. Absolument. Ça, il n'y a c'est aucun chef formidable. d'État qui a eu ça. Et oui. Et ça donne au général de Gaulle une expérience tout à fait extraordinaire. Alors justement, vous m'amenez au sujet que je voulais aborder avec vous là maintenant, qui était les relations personnelles. Nous allons pendant quelques instants mettre de côté la haute politique et parler des relations d'homme à homme. D'abord, Staline. Lorsque De Gaulle, en 44, décembre 44, fait ce fameux séjour à Moscou, qui a tant agacé Washington d'ailleurs, il le fait à l'invitation de Joseph Staline, et c'est une sorte de bras de fer entre les deux hommes.
Oui, c'est une rencontre très curieuse, je dirais, sur le plan psychologique. Et vous avez raison de dire que ces rencontres personnelles ont un caractère historique tout à fait inédit. D'abord, il faut imaginer les choses. Bon, Staline, c'est l'homme qui est en train de gagner la guerre. Stalingrad est derrière. On sait que c'est grâce à l'Union soviétique que la guerre sera gagnée. En face, il y a ce De Gaulle qu'au départ, Staline prenait pour personne absolument, avec qui il ne voulait pas parler, qui est détesté par Roosevelt, il faut le rappeler, et dont Churchill, j'ai donné la citation, que Churchill appelait Jeanne d'Arc en pantalon. Et il disait, on voudrait trouver un évêque cochon pour le brûler. Donc, les relations... Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que le De Gaulle qui arrive rencontrer Staline, il est dans une position... Bon, il est président du gouvernement provisoire, ce qui est tout de même important. Provisoire, et Molotov lui fera remarquer qu'il est que provisoire, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, avec la manie soviétique de vexer les gens. Et ce général de Gaulle, au fond, qui est tout de même faible, enfin, il est chef du gouvernement provisoire, en même temps, son pays n'est pas considérable, mais il avait eu l'idée de mettre une division aéroportée en Russie, ce qui sera Normandie-Niemen, c'est-à-dire que grâce à cette initiative, la France est le seul pays à combattre sur le front de l'Est avec les soviétiques, ce qui est considérable. Et son problème, c'est d'inscrire la France dans le camp des vainqueurs. Bon, Staline, en face, est un personnage arrogant. Or, leur dialogue est très curieux. D'abord, quand on le lit, on se rend compte que Staline a été étonné. Agréablement surpris, on pourrait dire, non? Est-ce qu'on peut dire ça? Agréablement surpris, et en même temps surpris par le physique du général de Gaulle déjà. Entre les deux hommes, il y a un déséquilibre total. Staline était un petit homme il était grêlé, il avait un bras atrophié. De Gaulle, il se servait de sa taille. Il se servait de sa taille, il avait un physique médiéval, en fait, c'était tout à fait impressionnant. Et De Gaulle a parlé avec lui de père à compagnon. C'est-à-dire qu'il n'a pas une seconde, il a montré qu'il avait affaire à plus puissant que lui. Et je crois que c'est ça qui a plu à Staline, qui a séduit Staline. En plus, la curiosité de De Gaulle pour la Russie, ça a joué un rôle. Vous avez évoqué la longueur du voyage. En effet, il était parti le 24 novembre de France. Enfin, c'est fantastique. Aucun chef d'État ne faisait des voyages comme ça. Churchill avait fait un voyage très rapide, juste avant. Là, il montrait un intérêt formidable pour le pays. Et dans les dialogues... Et c'était un intérêt sincère? Il avait un goût pour la culture russe et pour l'histoire russe? Il respectait ce pays. C'était un homme extrêmement éduqué. De Gaulle connaissait l'histoire comme très peu de chefs connaissaient. Il avait un sens géopolitique. Pour lui, ce pays, véritablement, qui s'étendait jusqu'à l'Asie, qui faisait partie de l'Europe, était un pays fondamental pour la France. Il était tout de même pétri, ne l'oubliez pas. Depuis le 19e siècle, nous étions pétris de culture russe. On lisait les auteurs russes. De Gaulle a fait ça. Staline l'a très bien compris. Entre les deux, un dialogue s'est instauré. Et ce dialogue a été d'autant plus remarquable que De Gaulle résistait. Et en même temps, il savait jusqu'où il pouvait aller. Vous avez évoqué cette nuit extraordinaire où, sur l'histoire polonaise, il a claqué la porte. Claqué la porte avec courtoisie, mais une fermeté à laquelle Staline ne devait pas s'asseoir à l'ambassade. Et les témoins, moi j'ai très bien connu l'interprète, Jean Laloy, qui était l'interprète du général de Gaulle dans toutes ces rencontres. Il disait, le général de Gaulle campait là, à l'ambassade de France, en disant... De toute façon, il ne résistera pas. C'est moi le plus fort. C'était ça le plus drôle. Et Staline le savait. Et Staline avait essayé de le retenir en lui disant, je vais vous montrer un autre film. Et le général de Gaulle a dit, non, je m'en vais. Bon, mais le général de Gaulle, vous avez cité ses propos sur Staline. Il a eu un propos très cruel à la fin. Car quand il s'en va définitivement, il dit de Staline, il était resté tout seul et il continuait à manger. C'est un propos terrifiant. Enfin, si vous voulez, on imagine ça. Ça montre l'ogre très bien... dans sa tanière, un peu isolé de tous et qui ne comprend pas. Et ça montre très bien comment, pour Staline, probablement, il y a eu un certain désarroi à voir ce De Gaulle partir, qui lui avait concédé... Bon, et ils ont fait le pacte franco-soviétique, ça c'est très bien, qui s'est éteint, faute de combattants. Qui est mort de sa belle mort. Le général de Gaulle étant parti en 1946, évidemment, il n'a pas pu maintenir le feu. Et pour le général de Gaulle, l'objectif tout de même, la France était un pays où les communistes étaient très puissants. Ils étaient encore armés. Très important. Et il avait besoin de l'appui de Staline, il le savait, pour les calmer. Ça, c'était fondamental. Et il pouvait bien lui concéder quelque chose en échange. Il a concédé très peu avec l'histoire polonaise, puisqu'il a tout simplement accepté d'échanger des envoyés. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que De Gaulle était très conscient que et les Anglais et les Américains étaient prêts à lâcher complètement les Polonais. Et au fond, ce qu'il voulait, c'est que De Gaulle soit le premier
à le faire pour dire c'est lui qui a lâché, tant pis, nous suivons l'exemple. Et De Gaulle ne voulait pas faire ce sacrifice. Et donc il a réussi à négocier une solution à mi-chemin. Alors le successeur, si l'on peut dire, de Staline, c'est donc Nikita Khrouchtchev. Alors, on a beaucoup raconté, là, il y a quelque temps, à partir des indiscrétions de Madame Kennedy, que l'entretien avec le président Kennedy s'était passé relativement mal et que De Gaulle ne s'était pas entendu avec le nouveau patron de la Maison-Blanche. En revanche, on a l'impression que, si j'ose dire, le courant passe avec Khrouchtchev. Oui, d'ailleurs, il a cette phrase extraordinaire. Il était venu en famille et il a dit une fois, c'est un ménage très sympathique. Voilà, c'est ça. Qui est à propos gaullien, absolument. Oui. Mais c'est vrai qu'il a été frappé par la bonhomie de l'homme. Et puis tout de même, le général de Gaulle était un homme, je dirais, qui avait le sens des événements politiques. Or, Khrouchtchev, il y avait eu la déstalinisation. C'est tout de même l'homme qui avait lu le rapport secret. Il savait ce que ça comportait de courage pour avoir fait ça. Donc, si vous voulez, il avait pour l'homme de l'estime. Et je dois dire que la manière dont ils se sont entendus était très drôle, parce que quand De Gaulle l'a invité, il a choisi la date pour pouvoir faire exploser une bombe juste avant et montrer ce qu'était la puissance de la France à Khrouchtchev, qui a très bien compris. De Gaulle le lui a dit, et Khrouchtchev lui a dit avec un grand sourire, je vous félicite, mais vous savez, ça coûte très cher. C'est-à-dire, au fond, c'était un dialogue... Vous entrez dans un club dangereux. Oui, c'était... En même temps, les Soviétiques avaient tout intérêt à flatter le général de Gaulle et la puissance gaullienne derrière lui, à un moment où nous étions en train de nous éloigner de plus en plus de l'Alliance Atlantique. On y revient dans un instant. Finissons avant cela sur les relations entre les hommes. Il va falloir qu'on parle de Léonid Brejnev dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des relations entre le général de Gaulle et la Russie et nous en savons beaucoup plus en détail grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Hélène Carrère d'Encausse de l'Académie française, elle est historienne de la Russie et auteure du Général de Gaulle et la Russie, paru chez Fayard. Nous étions en train de parler des relations entre Khrouchtchev, le couple, si je puis dire, le ménage Khrouchtchev et le ménage de Gaulle. Ça s'est très bien passé. Khrouchtchev, j'allais dire, disparaît de la scène en 1964. Et là, il faut compter avec une triade. Lorsqu'on n'est pas kremlinologue, comme vous l'êtes vous-même, Hélène Carrère d'Encausse, ça doit être difficile à comprendre. Est-ce que le général de Gaulle savait à qui il avait affaire à partir de 64 ? Non, il ne savait pas très bien. D'abord, il ne savait pas qui était le plus important. D'ailleurs, personne ne le savait. On voit ça dans les analyses. Mais la seule chose qu'il a vue tout de suite, parce que il y avait Brejnev, Kosygin, qui était l'homme certainement le technocrate le plus compétent. Et celui sur lequel on pouvait faire fond. Qui était chef de l'État, qui d'ailleurs avait une particularité très amusante. Il avait une double rangée de dents en or, qui a beaucoup intrigué le général de Gaulle. Mais ce qu'il a aperçu tout de suite, et ça c'est très intéressant, mais il était très psychologue, il s'est rendu compte que ça n'était plus du tout le même standing, qu'il avait affaire à des bureaucrates moyens. Chez Khrouchtchev, il y avait au moins une personnalité forte. Staline, c'était Staline. Tandis que là, il était conscient que ses interlocuteurs n'étaient plus le genre d'interlocuteurs auquel il avait l'habitude de parler. Néanmoins, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, il a réussi une opération extraordinaire, parce que nous sommes en 1966. 1966, beaucoup de choses sont arrivées. Il y avait eu, après la déstalinisation, le sursaut de la Yougoslavie, de la Pologne, de la Hongrie, la Tchécoslovaquie, tout bougeait dans l'Est européen. Et le général de Gaulle, à ce moment-là, a compris qu'on pouvait probablement entrouvrir une porte. Mais ça, on ne le crédite pas de ça, et je tiens beaucoup à le dire. On dit, il a fait ce voyage, et puis point. Non, pas du tout. Ce voyage, il l'a fait d'une façon délibérée, en se disant que si la France et la Russie, comme il disait, parlaient de façon amicale, ça détentait l'atmosphère internationale, ça permettait aussi à la France, je dirais, d'exercer plus d'influence dans les pays de l'Est européen, et d'une certaine manière... Et dans beaucoup de pays du monde. Et de desserrer l'étau. Alors, son geste qu'il a fait avant, d'ailleurs, qui a donné du poids au voyage, c'est-à-dire le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, a été interprété comme un geste de bienveillance, et de bienveillance vis-à-vis de l'Union soviétique pour se concilier les dirigeants. C'était pas du tout ça. L'idée, c'était précisément d'essayer d'ouvrir cette porte. Et il a eu tellement raison que personne n'avait de relation vraiment avec l'Union soviétique. N'oubliez pas que les deux Allemagnes ne se parlaient pas. Et que c'est à partir de ce moment-là, après cela, que le chancelier allemand
considèrent qu'on peut en effet tenter un geste en direction de l'Allemagne de l'Est. Enfin, c'est le début de tout le processus. Les États-Unis vont aussi suivre cette voie de l'ouverture. Mais c'est lui qui, avec les accords qu'il signe, il offre un modèle. Il offre un modèle qui n'existe pas à ce moment-là, c'est-à-dire les échanges à tout crin dans tous les domaines, de façon à introduire un dialogue et d'une certaine façon à apaiser la guerre froide. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que ce qui se passe entre l'Union soviétique et les États-Unis en 1972, avec Kissinger, etc., a été créé par le général de Gaulle en 1966 ? Absolument, absolument. D'ailleurs, et tout le reste, l'ébranlement de l'Est européen, pensez qu'après ça, le général de Gaulle va en Pologne, ce qui était impensable avant, les Polonais auraient eu peur. Et il leur dit tout à fait tranquillement, vous avez déjà montré ce que vous saviez faire, mais allez plus loin. Il leur dit, et il leur dit avec des phrases en polonais. Et la foule polonaise a été absolument... nous avons toujours dans la mémoire l'enthousiasme des Québécois quand il dit « Vive le Québec libre ». Mais ce qu'il dit aux Polonais, ça a exactement cette portée et ça a bouleversé les Polonais de la même façon. C'était au moins aussi dangereux, sinon davantage. C'était beaucoup plus dangereux. Oui, bien sûr. Et lorsqu'il parle en russe, il est au balcon de la municipalité moscovite ou à d'autres endroits de la Russie, et il fait comme ça de courtes allocutions en russe qui sont un peu scandées. C'est assez amusant à voir d'ailleurs à la télévision. Ou maintenant, dans les films qui peuvent en avoir été tirés, il a appris tout ça par cœur. Il lit le russe ou il l'apprend D'abord, le général de Gaulle avait un problème de vision. Il avait une mauvaise vue et je pense qu'il avait d'ailleurs des très gros verres pour lire. Et il apprenait tout par cœur. Il avait une très bonne mémoire. Il appartenait à une génération. On appris tout par cœur. Bien sûr. Bon, mais de surcroît, il a appris russe comme il a des phrases dans toutes les langues des pays qu'il va visiter. Et là, il a terriblement impressionné, d'autant plus, si vous voulez, que les dirigeants soviétiques, précisément, c'était pas Staline. Une fois encore, c'était une génération de gens qui avaient peur de leur ombre et qui lisaient leurs textes, d'abord qui étaient à la limite, je dirais, non pas, ils n'étaient pas gâteux, mais ils étaient tout de même, ils étaient beaucoup moins vivants que le général de Gaulle. Et ça, moi, j'ai eu des récits de témoins qui disaient, pour nous, ça a été la révolution. Tout d'un coup, cet homme vigoureux, droit, qui regardait la foule et qui utilisait notre langue et qui n'avait aucun papier, qui avait l'air d'improviser, ça a été pour eux véritablement la démonstration de ce qu'était un grand homme d'État et de quelqu'un avec qui la Russie devrait traiter. Le général de Gaulle et la Russie d'Hélène Carrère-Dancos, c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis 14h, nous sommes au cœur de l'histoire des liens entre le général de Gaulle et la Russie. Il est temps maintenant d'aller sur place. Nous sommes à Moscou avec Lorena Martin. Et nous sommes à Moscou au pied d'une immense statue du général de Gaulle. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck, oui, inauguré devant l'hôtel Place Charles de Gaulle par Vladimir Poutine et Jacques Chirac en 2005. L'hôtel en question, c'est l'hôtel Cosmos. Alors pour que nos auditeurs se fassent une idée, imaginez une très grande barre, très sobre, c'est le moins qu'on puisse dire, très moderne pour ne pas dire moderniste, mais alors complètement incurvée comme un demi-cercle. Ça fait comme ça une espèce de grande vague de béton. Oui. C'est une voile, en quelque sorte, cet hôtel Cosmos. Tout à fait, il y a un bâtiment incurvé de 25 étages qui offre du coup une vue magnifique sur la ville, avec près de 1700 chambres, plus de 50 suites, une dizaine de cafés et restaurants, avec notamment un restaurant panorama célèbre, qui s'appelle Cosmos Planet, qui est situé au 25e étage. J'y ai écrit un des chapitres d'un de mes romans, mais enfin, on ne va pas entrer là-dedans. C'est vraiment un des plus grands complexes hôteliers, parmi les plus grands donc, de Russie et d'Europe, qui est situé donc au nord-est de Moscou, sur une des principales artères de la ville, la perspective de la paix. Et on est en face du parc des expositions et le centre-ville est environ à 20 minutes à pied. Mira Prospect. Et l'hôtel a été construit en 1979 pour accueillir l'année suivante les Jeux Olympiques de Moscou, les 22e Jeux Olympiques d'été. Et c'est la première fois que les Jeux se déroulaient en URSS. Et on se souvient par ailleurs du boycott de ces Jeux par une cinquantaine de nations, dont les États-Unis à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Et pourquoi est-ce qu'on a installé là une statue du général de Gaulle d'ailleurs? En tout cas, j'ai essayé de chercher. Il n'y avait pas vraiment de raison. C'était pour faire plaisir à Jacques Chirac. Oui, je pense que c'était un petit clin d'œil. Mais en tout cas, c'est l'entreprise française Sefri qui est à l'origine de la construction de l'hôtel. Les architectes étaient soviétiques et français. Mais la statue du général de Gaulle a été installée bien plus tard, puisque c'est en 2005, alors que l'hôtel date des années 80. Et l'inauguration de l'hôtel a été une grande fête avec de nombreux politiciens, hommes d'affaires et pop stars qui y ont assisté. Et depuis son ouverture, l'hôtel
l'hôtel a accueilli énormément d'événements, de salons, festivals et reçu de nombreuses personnalités comme Joe Dassin ou Garry Kasparov, le champion olympique russe d'échecs. C'est donc l'hôtel Cosmos de Moscou qui se trouve au 150 de la Perspective de la Paix, tout près du centre de Moscou. Enfin, quand je dis tout près, à quelques stations de ce métro qui, par ailleurs, est un des plus étonnants du monde. Merci beaucoup, Lorena. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et comme chaque vendredi, pour bien terminer la semaine et bien entamer le week-end, c'est l'heure du coup de cœur. Aujourd'hui, on va parler musique. Vous avez donc fait appel à Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Si vous me permettez, Anissa, je vais inverser la logique. C'est parce que nous avons fait appel à Thierry Geffrotin qu'il est question de musique. Bonjour Thierry. Bonjour Franck, bonjour Anissa. Bonjour Thierry. Oui, mon coup de cœur, c'est un ensemble vocal qui s'appelle les King Singers, autrement dit les chanteurs du roi. C'est un ensemble vocal de 6 chanteurs, 2 contre-ténors, un ténor, 2 barytons et une basse. C'est un ensemble un peu particulier, vous voyez. Oui, ça n'est pas un ensemble académique. Voilà, c'est pas soprano, alto, ténor et basse. Distribution habituelle, sont des hommes. Alors le nom renvoie en fait au King's College Cambridge, fameuse institution britannique où ces chanteurs ont étudié il y a 50 ans, puisque l'ensemble a 50 ans. Vous imaginez qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes chanteurs, mais ce sont toujours les King Singers. Pourquoi j'aime ça, vous allez comprendre. Il est un homme en nos villes qui de sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est coquille du tout. Et la la la, je ne vous ai dit la la la, je ne vous dirai. Donc, de la musique renaissance, tout à fait, j'allais dire, normale. Baroque, en tout cas. Voilà. Oui. Alors, ils chantent du baroque, du romantique, ils chantent de la musique contemporaine, ils chantent aussi cela. Du Schubert. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, c'est un ensemble qui s'est trouvé. Ils font le tour du monde. Ils sont en France. Je vous donnerai quelques dates. Alors, il y a des dates, oui. Il y a des dates, absolument. Mercredi prochain à la Salle Gaveau et le lendemain à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne. Le lendemain, nous serons le 14 février. Attention à ce que vous dites. Mais oui, c'est le bien. 14 février, les Parisiens sont au Casino de Paris. Je me permets de vous le dire. Mais pour ceux qui ne pourraient pas aller vous voir, eh bien, ils iront à la Salle Gaveau. Autrement, il faudra aller voir fin février à Singapour. Vous voyez, ils sont vraiment dans le monde entier. Le voyage sera nettement plus long. Oui, alors je vous dis qu'ils chantent tout et c'est pour ça que j'aime ce genre de musiciens qui font sauter, qui dynamitent les murs, qui font tomber les frontières. Parce que là, on a entendu de la musique de la Renaissance française, du Schubert, de la musique romantique, mais ils chantent aussi cela. Vous êtes un membre des King Singers. Il va les rejoindre. Il pourra pas être avec eux le 14 février, mais après. Voilà, on peut les retrouver sur des disques également. Sur des disques et également un coffret du 50e qui sort chez Sony Classical, c'est pas facile à dire. Pour terminer, un crooner, Nat King Cole, mais repris par les King Singers. When I fall in love, it will be forever. Revenez plus souvent, Thierry. Commencer le week-end avec vous est un bonheur. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir musical à partager avec vous. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.